Sophie-Marie Bourbeau. Je suis enseignante à l'École d'agriculture de Nicolet en horticulture et jardinerie. Je suis aujourd'hui à l'École d'agriculture, justement, en compagnie de ma co-animatrice, Madame Sophie Martin-Beau, qui est enseignante en production horticole. Dans ce tout premier épisode des Jardinières, Lynne-Marie et moi allons résoudre ce grand mystère qu'est-ce qu'un jardin idéal? Est-ce un jardin dans lequel on peut devenir autosuffisant? Est-ce un jardin dans lequel on laisse aller nos mauvaises herbes pour les pollinisateurs? Ou est-ce un jardin qui est bien structuré et qui est dit propre? Donc, pour ce premier épisode, Sophie, je me demandais, toi qui es autosuffisante dans la vie, là, comment puis-je devenir moi-même autosuffisante? Ouh, quelle question! Donc, premièrement, je ne suis pas autosuffisante, Non! malgré les apparences, même si je suis copropriétaire d'une ferme. Premièrement, qu'est-ce que tu veux, Lynne-Marie? Ben écoute, moi, je vois ça là, à la télé, là, on me parle d'autosuffisance, que c'est important de produire ses légumes, de faire son canage, d'avoir des poules, d'avoir un mouton, une chèvre qui fait la pelouse. Écoute, là, je suis emballée, là, je veux tout ça en même temps. Là, par quoi je commence? Oh, ça, c'est des gros défis que tu te donnes. En effet. Donc, on sait que de ces temps-ci, surtout avec la pandémie en cours, beaucoup de gens aimeraient ça faire un retour à la terre et rêvent, dans le fond, de ce modèle-là, d'être autosuffisant, de pouvoir faire ses conserves, comme tu disais. On entend aussi beaucoup parler du terme permaculture. Hein? Ouais, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Et est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que tout le monde devrait se lancer là-dedans? Donc, je suppose qu'une de tes motivations, Lynne-Marie, c'est d'aider un petit peu l'environnement. Absolument. De faire un peu moins de dépenses. Donc, premièrement, on va se poser la question, c'est quoi un jardin? Donc, Lynne-Marie, tu me parlais l'autre jour que toi, tu avais une certaine distinction que tu faisais entre un jardin et un potager. Oui, ça c'est important. On va en parler souvent dans l'émission, tout au long des épisodes. Donc, il faut vraiment faire la distinction entre un potager et un jardin. Le potager, c'est vraiment l'endroit où on met les légumes. Donc, où on va faire pousser tomates, carottes, patates, etc. On appelle ça vraiment le potager. Le jardin, ce qu'on appelle communément le jardin, c'est pas le potager. Le jardin, c'est l'ensemble de l'œuvre. Donc, c'est ce qui entoure le potager, les plates-bandes, le terrain, s'il y a une petite forêt pas loin, un petit boisé. Donc, c'est ça, le jardin. C'est tout le terrain. Donc, c'est juste pour pas qu'on soit mélangé là, pendant qu'on vous explique les choses. Donc, lorsque nous utilisons le terme jardin, on parle vraiment de l'ensemble du terrain, pas juste du potager. Ceci étant dit, la première question que je te poserais, Lynne-Marie, c'est quoi l'espace que tu as disponible chez vous? Écoute, j'habite en banlieue. Donc, c'est un terrain, c'est très en pente. J'habite sur le bout je dis toujours sur le top d'une butte. Donc, c'est ça. J'ai un petit peu d'espace. J'ai commencé à avoir un petit potager qui est environ 12 par 12, je dirais. Mais là, je vois bien que ça ne produit pas assez pour me nourrir tout l'hiver, là. Puis, je te dirais, c'est peut-être un peu petit pour ta chèvre et ton mouton. En effet, j'avoue. C'est pas grave. On n'a pas besoin de devenir autosuffisant pour avoir un impact positif sur notre environnement. Ce qui est important, je crois, c'est d'exploiter au maximum l'espace qu'on a chez nous. Puis, c'est pas obligé de tout être des légumes ou des plantes qui nous servent. Ça peut être également des plantes qui vont être utiles aux pollinisateurs. Donc, oui. peu importe l'espace que tu as, Lynne-Marie, tu peux avoir ton impact positif sur l'environnement. On est conscient que si on vit sur un balcon, on ne pourra pas peut-être faire de la permaculture ou avoir de l'autosuffisance, et c'est pas grave. La permaculture, tu sais quoi, Lynne-Marie? Bien, mettons que vu que je suis enseignante en horticulture, je m'en doute un peu, pas mal, beaucoup. Mais pour les gens à la maison, c'est quoi la permaculture, Sophie? Donc, la permaculture, c'est quelque chose de très gros. Hein? C'est des concepts, c'est même une philosophie de vie. Ça part d'un auteur japonais
hein, qui faisait beaucoup d'observations puis qui laissait beaucoup la nature, dans le fond, s'auto-réguler. Donc, il essayait d'intervenir le moins possible dans les cultures. De là a découlé plusieurs principes et il y a de nombreux ouvrages qui traitent de la permaculture. Mais Donc, si je peux me permettre d'en parler, le jardinier maraîcher, écrit par Jean-Martin Fortier, c'est un ouvrage quand même assez connu là, dans le domaine. Là. C'est un peu notre Bible à nous. Bien, qui en parle un petit peu, qui commence peut-être une certaine introduction, mais je dirais que peut-être la permaculture, comme les gens en entendent parler ces temps-ci, on parle d'un jardin un peu qui s'auto-régule, hein, qu'on a besoin de moins d'interventions possibles grâce aux insectes qui font le travail de pollinisation ou de parasiter les autres insectes nuisibles, et où donc la plupart des plantes servent à l'humain. Donc ça, c'est peut-être la définition générale ces temps-ci qu'on peut retrouver de la permaculture. Bien qu'elle s'approche de la vérité, ce n'est pas tout à fait quelque chose de possible à faire au Québec, puisque dans la permaculture, il faudrait qu'aucun intrant provienne de l'extérieur. Donc, on vise haut quand on parle de permaculture. Donc, on n'aurait aucune plante qui vient d'ailleurs que du Québec. C'est ce que j'entends. Le plus possible, et il faudrait que nos intrants, nos fumiers viennent des moutons, je dis des moutons, des animaux qui sont sur la terre. Donc, c'est un très gros projet là, qui, dans le fond, s'auto-régulerait, comme je dis. Donc, quand on parle de permaculture, peut-être qu'on se met la barre haute. Trop haute, en fait. On peut s'y approcher juste en mettant des plantes qui vont attirer les pollinisateurs et les insectes positifs, dans le fond, qui vont venir parasiter les autres insectes nuisibles. Parce que dans un jardin, malheureusement, on peut avoir des insectes qui ne sont pas toujours bénéfiques. Et non, en effet. Et ce qu'on espère, on souhaite le plus possible, c'est de réduire l'utilisation des pesticides. Donc, on apporte des plantes qui viennent faire un genre d'équilibre, en fait. Donc, si je comprends bien ce que tu dis, Sophie, le but à atteindre ultime n'est pas la permaculture pure, si je peux m'exprimer comme ça, mais ce serait bien de s'en inspirer. Donc, oui, pour le jardin à la maison. Puis une bonne façon de s'en inspirer, puis d'amener les insectes indigènes, donc les insectes qui sont présents, qui sont originaires, en fait, depuis plusieurs centaines d'années du lieu où on habite, au Québec, c'est de laisser certaines plantes pousser, des plantes que normalement on considérerait comme des mauvaises herbes. C'est très intéressant parce que récemment, on parle beaucoup d'un homme de Sherbrooke qui a laissé sa pelouse à l'état naturel. Ça ne ressemble plus du tout à une pelouse. C'est vrai, on l'a vu dans avant les de journaux. Chez lui. Oui, et c'est très intéressant comme modèle de laisser les plantes pousser. On reparlera un peu plus tard dans un autre épisode des plantes qui sont des mauvaises herbes. Mauvaises herbes, entre guillemets. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, puis sinon, qu'est-ce qu'on peut rajouter? C'est que pourquoi, d'après toi, les gens aiment avoir un jardin qui est très structuré, qu'on dit propre, qui a beaucoup de pelouse, puis qui laisse moins de place à la frivolité? Oh là 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 là, le grand débat. Là, il faut parler avec des pincettes. Quand on entre dans ce sujet-là, là, ici, on n'est pas là pour juger ou pour dire ça, c'est meilleur que ça. N'importe qui jardine, moi, je dis bravo, c'est ça qu'on veut. On veut que les gens... En fait, c'est pour ça qu'on voulait faire l'émission. C'est pour donner le goût aux gens de jardiner. Donc, ce qu'on se dit, c'est que qu'est-ce qui est meilleur? Un jardin anglais bordélique qu'on n'entretient pas ou un jardin français très droit avec les haies taillées en petits bonhommes comme ça? Puis, qu'est-ce qui est le mieux? La réponse, c'est à votre goût. Vous devez faire le jardin comme vous l'entendez. Ceci dit, il y a des méthodes plus excessives que d'autres. Donc, il y a des gens qui vont avoir une pelouse de golf en avant de leur maison, que ça va être droit, ça va être propre. Le jardin très, très organisé va être difficile à maintenir organisé. La nature n'est pas droite, n'est pas si structurée. Donc, quand on travaille contre, bien là, on se donne de l'ouvrage. Notre but ici, c'est de vous faciliter la tâche. On veut que ça soit facile et agréable pour vous de jardiner.
À ce moment-là, je vous recommanderais plus peut-être un bordel organisé qui va vers le jardin anglais, qu'on appelle. Jardin anglais, ça ne veut pas dire de laisser la plate-bande aller complètement. Vous pouvez la structurer, vous pouvez travailler dedans, désherber et tout ça, mais les végétaux vont être plantés de manière plus serrée. Donc, les mauvaises herbes, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, auront moins de place pour pousser. J'avais un collègue qui disait la nature a horreur du vide. Donc, si vous laissez de l'espace entre vos végétaux, vous aurez beau mettre ça d'épais de paillis, c'est sûr qu'il va finir par pousser quelque chose. J'aurais tendance à dire, collez donc vos affaires un petit peu dans la plate-bande pour laisser moins d'espace. Justement, dans le livre que tu parlais, Jean Martin, qu'on voit un peu partout là, à la télévision, tout ça, lui, dans son potager, il préconise d'avoir des plantes plantées très densément pour ne pas laisser de place, dans le fond, aux mauvaises herbes, parce que, comme tu dis, la nature a horreur du vide, elle va reprendre sa place. Quand on parle de jardin très structuré, moi, je pense toujours à un très grand jardin qui est le jardin de Versailles. Hein? Oui, c'est structuré de chez structuré. Qui a été, dans le fond, conçu par André Le Nôtre, hein, qui est considéré comme un, je sais pas si c'est un des pères de l'aménagement paysager. Donc, ça a été une très grande tendance depuis quand même plusieurs centaines d'années de vouloir reprendre le contrôle. Et drôlement, le jardin anglais tel qu'on le connaît est arrivé, je crois, un petit peu plus tard avec Madame Jekyll, une femme qui était une artiste peintre et qui voulait redonner le droit à la nature. Puis elle voulait que les jardins ressemblent à un tableau très garni. Donc, vraiment deux modèles complètement différents. Je crois qu'elle voulait atteindre aussi un but démocratique, que tout le monde puisse avoir son petit jardin à la maison. Exactement. Elle a publié des ouvrages qui sont encore disponibles. Puis, si on parle de la pelouse, on peut peut-être parler du rêve américain, comme on discutait, quand les banlieues très, je sais pas, des années 50, là, mais très organisées, très vertes, très propres. Donc, on a eu beaucoup d'influence au courant des derniers siècles. Puis, on voit que c'est pas encore tout à fait décidé, nous, qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce qu'on est anglais ou français? On ne sait pas trop. Je dirais que c'est quasiment culturel, cette histoire-là. Hein? Je dirais les gens, les personnes un peu plus âgées vont préférer avoir des plates-bandes très droites avec... nous, en horticulture, on appelle ça le principe du boule-cône-cube. Donc, on va mettre un arbre en boule, un arbre en cône, un arbre en cube. Donc, ça fait boule-cône-cube, boule-cône-cube, boule-cône... On répète ça à l'infini. Ça marche toujours, c'est impeccable, c'est parfait. Et là, je dirais qu'il y a une petite tendance chez les plus jeunes à vouloir jardiner, mais à ne pas se casser le bessic, comme dit mon grand-père. Donc, à prendre plaisir à jardiner, à prendre le temps de jardiner et à ne pas faire ça comme une tâche, mais comme un loisir, en fait. Donc, on va voir apparaître dans les nouveaux quartiers résidentiels ou dans des anciens quartiers où il y a des nouvelles personnes qui arrivent. On va voir des pelouses un petit peu plus longues, avec du trèfle au travers, pas juste des graminées. On va voir arriver des plates-bandes un petit peu plus déstructurées, ce qui est très intéressant et ce qui est plus nutritif pour la nature. Dans le fond, Lynne-Marie, c'est quoi du gazon? C'est une monoculture de graminées, tout simplement. C'est pas une plante en particulier quand non. On dit du gazon? Non, ça va être des mélanges de graminées, donc des fétuques, des plantes comme ça. Je n'irai pas là-dedans, là, je ne suis pas vraiment pas spécialiste, là. Mais donc, ça va être vraiment un mélange de graminées. Ceci dit, là, je veux qu'on écoute comme fou, là, les amis à la maison, là. Les graminées là, qui sont dans notre pelouse, là, c'est pas indigène, ça vient pas d'ici. C'est des plantes c'est un concept qui a été amené de l'Angleterre. En Angleterre, là, il mouille puis il fait gris. Donc, c'est humide en permanence. La pelouse adore ça. Ici, dans nos quartiers résidentiels, quand a passé le tracteur pour égaliser le terrain, là, il y a du sable, il y a du sable, il y a du sable. Fait que là, c'est ça, des pets de sable. Le gazon, il n'aime pas ça.
Là, tu plantes du gazon là-dessus, puis là, tu t'ostines. Là, chaque année, il faut que tu ressèmes. Il faut que tu travailles ton sol. Il faut que tu rajoutes de la terre, du compost, de l'engrais, puis tata, puis tata. Puis là, tu travailles sur ta pelouse. Puis là, tu ton. Puis là, mois de juillet, qu'est-ce qui arrive au mois de juillet avec les pelouses? Quand il y a une canicule, qu'est-ce qui arrive? Ça vient jaune à la grandeur. Là, tu te promènes dans le quartier résidentiel, toutes les pelouses sont jaunes, puis là, le monde sont comme ça. Ah, ma pelouse, ma pelouse! Le trèfle, est-tu plus résistant? Bien, mais qui est plus résistant. Il est vraiment plus résistant. En fait, il est fait pour nous. Il est fait pour le Québec. C'est indigène, ça vient d'ici. Donc, quand on va aller avec un mélange de semences dans notre pelouse, que ce soit du thym, chez nous, là, c'est une butte de sable, il n'y a rien qui pousse à part du thym. Mon thym est super beau à grandeur. Mais quand je regarde ma voisine d'à côté, cette chère Lucie, pour ne pas la nommer, Lucie, elle est intense sur sa pelouse, là. Elle y va, là. Puis là, elle veut que ça soit vert, que ça soit beau, que ça soit propre. Puis j'adore ça, c'est super beau chez eux. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Fait que je sème du thym, puis ça pousse, et ça va très bien. Donc, mélangez faites des mélanges de semences quand vous semez là, votre pelouse. Là, ça va aller beaucoup mieux, ça va être beaucoup plus simple. Puis Sophie, toi, là, chez vous, enlèves-tu les pissenlits? Ouh, quelle bonne question! Donc, non, cette année, on les a enlevés seulement quand ils étaient pour pousser en graines, donc juste avant que les semences se propagent. On les a laissés ouverts avec nos voisins, donc afin que les pollinisateurs puissent aller se nourrir. C'est une des premières plantes là, qui apparaît, là, qui fleurit dans le fond en début de printemps. Puis il y a également, dans les endroits un petit peu plus humides, là, une plante qui ressemble, qui s'appelle le tussilage. Donc, Oui. qu'on doit laisser pousser parce que ça donne une chance là, aux abeilles après l'hiver, aux abeilles, aux pollinisateurs en général. On en parlera plus tard. Donc, même en ayant un bon mélange de pelouse, ben, on peut faire la différence. C'est ça que tu es en train de me dire? Oui, complètement. Quand notre pelouse, quand mon thym fleurit, premièrement, c'est joli comme tout, là. Ça fait un beau petit tapis mauve à la grandeur de mon terrain. Et les abeilles, les bourdons, ça s'en donne à cœur joie. Ceci dit, peut-être quand on a des enfants, faire attention, des fois ils sont allergiques ou ils vont marcher, puis ils vont marcher sur une abeille, et pour en avoir déjà fait l'expérience personnellement, c'est assez douloureux. Donc voilà, peut-être pas exagéré dans la quantité, mais à petite dose, là, c'est vraiment l'idéal. Et comme j'ai dit, les pollinisateurs s'en donnent à cœur joie. Et il n'y a pas que le thym qu'on peut planter. Chez les spécialistes, il y a des plein de sortes de couvre-sol qui peuvent remplacer notre chère pelouse et qui vont vous donner une petite pause sur l'entretien. Donc, je pense que ça peut être une bonne idée de bien se renseigner avec le sol que l'on a. Effectivement, le sol, très important, va venir déterminer ce qu'on peut faire, hein, parce qu'on ne peut pas changer notre sol en un été, en une saison. Ça, peut-être qu'on en reparlera plus tard également. C'est tout qu'un sujet, les analyses de sol. Puis peut-être, un des autres avantages d'avoir un potager, Marie, pour la personne, c'est quoi? Un avantage d'avoir un potager pour notre personne, c'est super bon pour la santé. Est-ce quelque chose de stressant ou ça peut être quelque chose qui est relaxant? Écoutez, dans la terre, il y a des enzymes, paraît-il, je ne suis pas médecin, là, mais que lorsqu'on travaille la terre avec nos mains, ça entre dans notre peau, ça entre dans notre système et ça nous relaxe. Oh. Il y a de l'antidépresseur dans la terre. Donc, c'est un bon moyen de se recentrer, je vais dire, de se recentrer sur soi. Pendant en plus qu'on travaille dans le potager, on peut réfléchir à notre vie, au sens de l'existence, à des grandes questions. C'est un peu... ça m'amène au jardin zen, hein, qu'on peut... Oui. Qui, dans le fond, est connu à travers le monde, en fait. Les jardins zen qu'on peut retrouver au Japon. Zen, hein, c'est pour relaxant. Donc, les jardins zen, bien, on sait, il y a 3 types, en fait, majeurs qu'on peut retrouver. Donc, le jardin zen un peu plus aride qu'on peut retrouver ou dans lesquels on va passer le râteau, qu'on va avec des roches, donc un petit peu plus sec. Il y a également le jardin zen qui ressemble quasiment au jardin anglais, un peu plus naturalisé. Et il y a également le jardin zen de la maison de thé, auquel, au fond, on peut trouver une petite bâtisse
dans laquelle on prend le thé. Mais dans ces 3 jardins-là, ils servent à la contemplation et à la détente. Donc, se promener dans ces jardins-là est censé nous purifier l'âme. On est censé ne penser à rien d'autre que ce que l'on observe et la détente. Donc, je trouve que le jardin, peu importe que ce soit un jardin anglais, un jardin français ou un jardin zen, ça devrait être quelque chose dans lequel on peut se détendre principalement et dans lequel on devrait prendre le temps de faire des observations. Hein? Oui. Parce que même si tu veux faire de la permaculture, il faut prendre le temps de bien observer son environnement et de connaître les interactions qui se passent avec les insectes, savoir quelle plante attire plus de pollinisateurs, quelle plante aime, mettons, un endroit ombragé ou pas. Donc, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'observation. Absolument. Et pour ça, je dirais qu'avant de débuter tout projet de jardin, peu importe où, c'est important de connaître son terrain. Donc, si, par exemple, vous aménagez dans une nouvelle maison, partez pas en peur sur le terrain, donnez-vous du temps. Du temps pour observer. Passez au moins une année avant d'entreprendre des projets, parce que ce que vous avez besoin de savoir sur votre terrain, c'est est-ce qu'il y a des endroits où l'eau s'accumule? Est-ce qu'il y a des endroits où la neige fond plus vite qu'ailleurs sur le terrain? Parce qu'à ce moment-là, ça va vous prendre des végétaux qui vont tolérer mieux le froid. Est-ce que, je ne sais pas, l'arbre, est-ce qu'il fait de l'ombre toute la journée ou il en fait juste une partie ou le soleil se lève où, il se couche où? Et tout ça, il faut l'observer vraiment avant d'entreprendre des travaux d'aménagement. Est-ce que vous avez des plantes indigènes déjà sur votre terrain que vous pourriez valoriser ou conserver ou est-ce qu'il y a des plantes que vous devriez ôter qui sont trop envahissantes? Donc, c'est des questions à se poser, puis c'est vrai, un premier été, même une première saison complète d'observation va beaucoup aider et va vous éviter de faire de nombreuses erreurs. Est-ce que tu avais des ouvrages, des livres à référer à nos téléspectateurs? Absolument. Je vais commencer par l'Encyclopédie du jardinage au Québec et au Canada, qui a été publiée par sélection du Rider Digest, pour, excusez mon accent. Voilà, donc c'est un ouvrage complet, là, mais complet. Lorsque j'ai commencé mon cours en horticulture, il m'a été offert. Puis, à le regarder, je me suis rendu compte que c'était comme le résumé du cours au complet. Donc, écoutez, on parle de tout là-dedans, là. L'entretien des plantes, leur zonage, la manière de les tailler, une manière de faire, les jardins d'eau, les rocailles. Écoutez, c'est complet. On parle aussi des arbres, la taille des arbres, la taille des arbustes. Et tout ça illustré de manière fantastique. C'est vraiment beau, c'est hyper intéressant à lire. Même en hiver, là, quand on s'ennuie de la verdure, là, ça fait du bien de le consulter. Puis on n'a pas le temps de s'ennuyer en hiver car il faut planifier notre saison à venir. Il faut commencer à regarder quels végétaux on va utiliser. Donc oui. Effectivement, c'est un bon livre parce que vraiment, on traite également des plantes qui ont été introduites au Canada et au Québec et qu'on peut cultiver. Donc, ce ne sont pas juste des plantes qui sont indigènes, donc qui proviennent d'ici depuis des centaines et millénaires d'années. Maintenant, on cultive des plantes qui viennent d'ailleurs, mais qui sont bien adaptées à notre température. C'est ça. C'est quoi le prochain ouvrage que tu tiens dans ta main? Écoute, ici, on parlait de plantes introduites. Là, on parle de plantes indigènes, vraiment la flore laurentienne du frère Marie-Victorin. Écoutez, là, on parle d'une Bible, là. D'ailleurs, ça en a l'épaisseur. C'est vraiment un livre complet sur toutes les familles, les genres, les espèces de plantes qu'on peut retrouver ici, qu'on va retrouver dans les champs, dans les forêts. Ça peut vous inspirer pour prendre des plantes qui vont être hyper bien adaptées pour mettre à la maison. Ou en reconnaître.
Ou simplement les plantes. reconnaître si vous avez envie de les identifier, de vous amuser à les identifier. Plus facile, par contre, pour commencer, d'utiliser ce livre, hein, Lynne-Marie. Oui, vraiment. Puisqu'il nous indique vraiment, il y a des tableaux qui nous indiquent les types de sol, l'entretien, l'ensoleillement. C'est assez facile à comprendre. Lui, une lecture un petit peu plus ardue. Oui. Vous allez retrouver, par contre, les plantes indigènes aussi dans ce livre plus facilement facile à lire. Sauf que ça, c'est quand même un ouvrage québécois qui a été reconnu à travers... Oui, quand complètement. même, Un travail le d'une Canada. richesse incroyable. Puis ce livre-là, mais c'est ça, ça va être vraiment plus... c'est plus fait sous forme de dictionnaire, je dirais, il n'y a pas le comment et le pourquoi des choses là-dedans. Il y a seulement le voici, c'est ceci, c'est cela. De l'identification. C'est de l'identification de la nomenclature, donc, mais c'est vraiment... c'est une Bible. Autre livre... qui vient en sujet avec ce dont on a parlé. Donc, c'est un superbe ouvrage de messieurs Daniel Gingras et Albert Mondor. C'est aux éditions, les éditions du Journal. Donc, un livre qui a été publié cette année. Ils étaient d'ailleurs au Salon du livre de Trois-Rivières, les gars, cette année. Voilà. C'est un livre qui En traite virtuel. de quoi? Ça parle des bestioles et des plantes, comment attirer les insectes bénéfiques et éloigner les ravageurs. Hey, ça, on aime ça, là. On parlait d'observation, hein? Exactement. Ça vient tout à fait aider les gens. Si vous ne connaissez pas les insectes qui se retrouvent dans votre potager, est-ce qu'il est positif ou il est négatif? Donc, ben, cet ouvrage est facile également à comprendre Oui. et rapide à lire, quasiment. Les images sont superbes. Je ne sais pas si tu peux faire un gros plan. C'est une Merci. référence. On peut le traîner au potager, vraiment, puis regarder les insectes. C'est ça, à voir, voir ça, cet insecte-là, c'est-tu mon ami ou faut que je le chasse? Donc, on voit ici la mineuse, la betterave, la mouche de la carotte. Ça, c'est pas drôle d'avoir ça à la maison. Donc, si vous cueillez une carotte, puis que vous vous rendez compte que vous la récoltez, puis vous vous rendez compte qu'il y a des trous dedans, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on sait que c'est la porphine. Donc, il nous explique aussi comment l'éliminer. Donc, c'est vraiment c'est une autre Bible à conserver. Je le Vraiment recommande. bien fait, intéressant. Oui. Puis c'est ça, comme je dis, vraiment bien verbalisé pour tout le monde. Donc, C'est ça. Daniel Gingras, si je ne m'abuse, est entomologiste et Albert Mondor est un spécialiste là, en horticulture, bien connu, il fait de la télé puis tout, puis tout. Donc, en conclusion, Sophie, est-ce que je peux les avoir, mes moutons, moi? je suis pas certaine. Mais est-ce que c'est grave? Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir des moutons, de faire ta laine, de faire ton pain, de faire du canage l'hiver à n'en plus finir? Si tu es capable d'avoir un petit potager, de faire quelques récoltes, de mettre quelques plantes indigènes, je crois que ça sera déjà beau, puis ça aura déjà un impact positif sur l'environnement. Déjà, c'est une belle activité hein, qui va permettre d'avoir un impact, pour une fois, c'est ça, positif et non négatif, que tu peux faire chez toi sans te déplacer. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'on ait un petit balcon ou un grand domaine de 22 hectares, on le cultive à notre hauteur, donc à notre envie, à notre potentiel. Puis déjà ça fait ça de plus pour aider l'environnement, les pollinisateurs. Et aussi, là, pour vrai, ça embellit le paysage et ça rend plus heureux et zen. Dans le fond, ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est que c'est important d'observer hein, son terrain. Donc, il faut apprendre à le connaître, puis votre jardin va vous le dire, ce que vous devez faire avec. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bye, Sophie! Bye, Lynne-Marie! À bientôt! À bientôt!